Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Racine Franco. C'est Nathalie Salmeron comme d'habitude avec vous. Je vous rappelle, Racine Franco c'est quoi ? Eh bien c'est cette nouvelle émission radio et vidéo qui vise à mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Bref, plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone. Et puis ensemble, on va parler de leur pays d'origine ou de leur région, ça dépend. Ils peuvent venir aussi du Canada. Et puis surtout, on va parler de la culture qui est propre à leur endroit d'origine et surtout, comment ils arrivent à vivre leur culture et surtout leur francophonie pleinement en étant ici à Toronto. Aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir Lina. Comment ça va aujourd'hui ? Allô Nathalie, ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, moi, je suis très contente et puis je profite aussi de rappeler que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. On n'oublie pas les partenaires. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, Lina, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques mots ? Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Lina, je suis à Toronto depuis à peu près 5 ans. Je suis d'origine malgache, donc de Madagascar. Je suis gestionnaire de programme au Centre francophone depuis 2 ans maintenant, où je gère le programme Entrepreneuriat pour les femmes. Ah, là tu fais une contente. Moi, je suis contente. Dès qu'il y a la cause des femmes en jeu, le sourire se met sur mon visage. Je suis très contente. T'aurais fait autre chose, j'aurais été contente aussi. Hein. mais là, du coup, encore plus. Donc, tu l'as dit, toi, tu viens de Madagascar. Oui. Donc, je ne vais pas te demander quelles sont tes racines, ça paraît logique. Mais qu'est-ce qui fait de ta culture, en tout cas, que tu penses avoir ramené avec toi ? Un petit bout de quelque chose, peut-être Bon, on ne va pas parler de ce visage sublime et de cette vibe incroyable et de cette énergie, mais qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi, Lina ? Alors, je pense que cette hospitalité qu'on a à Madagascar, c'est quelque chose que j'ai réussi à ramener avec moi au Canada, à Toronto en tout cas, quand je suis en contact avec les gens, etc. C'est ce contact facile, cette chaleur que j'espère avoir pu ramener. Donc, c'est très emblématique en plus des Malgaches dans le monde. On est très connus pour ça, notre hospitalité. Donc voilà, on aime bien être entouré de gens, on aime bien tout ça. Donc le truc un peu de se rassembler, peu importe ce qu'on fait, juste l'histoire d'être ensemble. C'est ça. Ouais, je partage ce truc, moi aussi j'aime bien. Le vivre ensemble, peu importe l'activité, ça n'a pas besoin de casser des briques. Ouais. Ça peut juste être un petit truc entre nous, même un pique-nique, un truc juste, on est ensemble, on partage. C'est ça. Surtout comme il fait beau là, c'est vraiment le temps qu'il faut pour ça. Ouais, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que climatiquement parlant... Tu me comprends. Ça a dû être un peu compliqué, on va pas se mentir. Un petit peu, mais c'est vrai que, voilà, moi je m'attendais à pire et c'était pas si terrible. Hein. Ouais. On a quand même quelques jours très très froids, mais c'est pas comme à Montréal par exemple. Ouais. J'ai entendu pas mal de gens dire que c'était plus gentil qu'à Montréal. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout d'un point de vue tombée de neige. Ouais. Chute de neige. C'est ça. On est quand même bien lotis ici à Toronto. C'est vrai que, en tout cas, quand on est, on va dire, Toronto, GTA, Grand Toronto de manière générale, on subit pas trop. Mais c'est vrai que dès qu'on part un peu plus au nord de l'Ontario, dès qu'on part un peu plus dans des endroits, on va dire, à la campagne, parce qu'ici, on a la chance d'être quand même en centre-ville. Enfin, la chance. Je presse pour ma paroisse parce que moi, j'aime bien être en centre-ville. Mais c'est vrai qu'on a plus de chances de pas être embêté par la neige parce que qui dit neige dit pour se déplacer, c'est plus compliqué. Pour s'habiller, c'est pas simple. Exactement. Bref, voilà, on se comprend. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est de quoi tu es le plus nostalgique, Lina, par rapport à ton pays ? Question intéressante, Nathalie. Je dirais que, du coup, tout à l'heure, je parlais de, justement, ce rapport aux gens facile, etc. Je pense qu'ici, comme on est vraiment dans un contexte où tout va super vite, les journées sont super bien remplies, donc voilà, on n'a pas, c'est pas vraiment, ça prête pas vraiment à se voir souvent avec les amis, etc. Puis on a quand même 6-8 mois d'hiver où les gens n'ont pas forcément envie de sortir. Donc c'est vrai que c'est ce qui me rend un petit peu nostalgique là. Nous, à Madagascar, on a presque 365 jours de beau temps. Donc les week-ends, c'est les barbecues entre copains, les sorties en nature, etc. Donc c'est vrai qu'une grosse partie de l'année
vraiment juste maison, métro, boulot. Là, voilà, ça rend nostalgique. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Ouais. Puis comme tu dis, c'est vrai que des fois, l'hiver, c'est un long couloir. Ouais, Puis on se dit, c'est quand que la lumière, elle arrive au bout du tunnel, là, parce que c'est un peu long. Puis après, on commence à avoir des petites espérances. c'est ça. Et puis là, comme ça, tu dis, hop, ça y est, ça arrive. le roller coaster. Ouais. C'est vrai que le mois de juin, quand il arrive, on est assez content de manière générale parce qu'on se dit, ça y est, la porte est en train de s'ouvrir sur l'été, les beaux jours. C'est ça. Mais on n'oublie pas qu'à Toronto, c'est un peu comme la Thaïlande aussi. Il Quand pleut. il fait trop chaud, il pleut, puis c'est des bourrasques. C'est Enfin, ça. c'est incroyable. Ouais. Donc, bon. Après, il vaut mieux une bonne douche qui rafraîchit un petit peu parce que c'est vrai que des fois, il fait très, 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 très chaud. Mais C'est bon, ça. on va pas se mentir, ça fait quand même du bien d'avoir un peu de chaleur. Exactement. Ça fait mais vraiment, vraiment du bien. Comment elle est la communauté malgache ici? Est-ce que tu as l'impression qu'elle est répartie, un peu éclatée, un peu partout dans la région du Grand Toronto? Ou il y a Ouais. quand même des petits hotspots, pour parler du bon français, des petits endroits un peu centraux où tu sais que tu vas retrouver un peu plus facilement la communauté malgache, ou c'est un petit peu difficile de la retrouver? Oui, je dois être honnête. Là, j'ai pas choisi la province pour justement rencontrer facilement mes compatriotes. On va pas se mentir. Madagascar, pays francophone, la destination en première, c'est Montréal, mais on a quand même une petite communauté ici. D'ailleurs, je profite de faire une petite mise en avant de notre page Facebook Ah oui. sur les réseaux sociaux qui est maintenu par un groupe de bénévoles super sympa, super actif, donc qui fait un petit peu vivre la communauté. Donc on n'est pas vraiment beaucoup. Je sais qu'on est assez dispersés dans le GTA, dans le Grand Toronto, Mississauga, dans le corps Toronto, donc Dans le centre-ville, Dans le ouais. centre-ville, exactement. Mais on arrive quand même à se faire des rassemblements sympas, Noël, la fête nationale, etc. Donc c'est actif quand même. Ok, bah c'est quand d'ailleurs la fête nationale? Le 29 juin, c'est bientôt. Ici Nathalie les amis, en fait Lina s'est trompée. La fête nationale de Madagascar, c'est le 26 juin et pas le 29. Bon allez, on lui pardonne. Du coup, est-ce qu'il y a déjà des trucs qui sont en place? Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver là à Toronto? Parce que Oui. cette émission, elle va forcément être diffusée avant. Oui. Et qui dit communauté un peu disparse, bah des fois ça arrive que les gens soient même pas au courant qu'il y a une page Facebook qui existe ou quoi que ce soit. Mhm. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des activités, il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent s'inscrire, acheter des tickets? Ouais. Comment ils font? Oh ben oui, pour le coup, ouais, je suis un peu triste de ne pas avoir l'info pour pouvoir partager à nos auditeurs. Mais ils peuvent et aller sur la auditrices. page Facebook. Mais ils peuvent aller sur la page Facebook. Je pense que les annonces s'en viennent tantôt. Donc voilà, page Facebook Dago, D-A-G-O, sur Facebook et vous aurez toutes les infos. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Si on peut justement aider par cette émission à lier un petit peu les communautés, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu dans son coin, on vient d'arriver, on n'est pas au courant, puis ouais. on va pas se mentir, Toronto c'est une ville majoritairement anglophone. Anglophone. Et du coup, des fois, on a de la peine à savoir si ça existe de vivre en français ici. C'est ça. On est là un petit peu pour rappeler qu'on peut vivre en français. C'est ici. ça, on peut vivre en français, les amis. Ouais. Comment ça s'est passé, Lina, pour toi, ton parcours d'immigration en Ontario? Comment ça s'est passé ton arrivée? Alors l'arrivée, je dois te dire qu'on était vraiment sur un petit nuage. C'est quelque chose qu'on voulait depuis pas mal de temps et on va dire que sur à peu près une période de 2 ans, ce qui fait une belle lune de miel, là, on était voilà, vraiment très très heureux. On était vraiment dans l'esprit découvert. En plus, on est arrivé en été, donc on est arrivé le 31 mai. Et donc, c'était vraiment l'occasion de découvrir la ville, le beau temps, etc. On a bien réfléchi pour le coup. C'était pas fait exprès, mais avec le recul, c'était une bonne idée d'arriver à cette période-là. Ça nous a permis voilà, d'être vraiment tranquille et puis de faire comme des vacances. Et puis en septembre, on s'est tous mis à la recherche d'emploi, etc. Alors moi, je dirais que comparé à maintenant, je pense avoir eu de la chance, beaucoup de chance, parce que on a relativement facilement trouvé le premier logement. Moi, j'ai décidé personnellement de reprendre les études, puisque j'ai observé un petit peu justement, et j'ai tout de suite compris plus ou moins où est-ce que je voulais atterrir en matière de carrière. Donc, je voulais vraiment travailler pour les organismes à but non lucratif, pour aider justement les nouveaux arrivants qui viennent.
Et l'entrepreneuriat, qui est ma carrière d'avant l'arrivée au Canada, et je me suis dit c'était vraiment la parfaite combinaison. Donc voilà, dès que je suis sortie de mon année d'études, j'ai assez facilement trouvé de l'emploi aussi, je dirais, moi. C'est vraiment grâce à la communauté. C'est important, hein, c'est là où on se rend compte que le réseau, ça vaut beaucoup de choses. Exactement. Hein. Et je pense que c'est un bon conseil de dire aux gens de se tourner vers leur communauté d'abord. Ouais. C'était vraiment un tremplin, mais aujourd'hui, j'ai même envie d'y rester. Là. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'aller explorer ailleurs. Mais oui, moi, je considère qu'on a été chanceux. Ça s'est passé c'était une transition pas trop dure. On avait bien préparé les choses financièrement, etc. On s'est bien renseigné aussi pour les écoles parce que j'ai un fils de 12 ans. À l'époque, il en avait 7. Donc voilà. Franchement, je me considère chanceuse sur l'arrivée et puis l'adaptation, etc. Puis c'était pré-Covid, pardon. Du coup. Oui, alors du coup, ouais, on a eu 6-7 mois avant Covid. Ouais, parce que si tu dis que tu es arrivé en été 2019, ça, du coup, Covid a tapé mars 2020. Ouais. Donc on a eu comme 6-7 mois à découvrir et pouvoir sociabiliser aussi, parce que du coup, quand tu arrives et qu'on te coupe l'herbe sous le pied en te disant « Ah, des amis, ce sera virtuel ». Exactement. Quand bien même, tu vas peut-être faire des rencontres, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a plein de gens qui sont arrivés pendant le Covid et ils ont quand même pu nouer des trucs, mais c'est pas la même chose quand tu vas boire un café avec quelqu'un pour de vrai et quand tu as un écran interposé et que tu as ton chien derrière et que... Enfin, tu vois, genre, ces trucs, c'est un petit peu plus... Je sais pas, c'est moins sympa, je trouve. Toi qui disais en plus que tu aimes bien le côté on se réunit, machin et tout... Le Covid, ça a dû être un peu spécial au début, non ? C'était très, très spécial. Mais je vais pas te mentir, ça m'a quand même... Il y a une partie du Covid où quand même j'ai apprécié de ralentir, d'être avec ma petite famille, du coup. Plus le temps, tu disais que les journées allaient vite ici. C'est vrai que là, ça a ralenti le rythme. Exactement. On est moins à droite, à gauche, il y a moins d'événements, il y a moins de trucs. Puis le côté, je travaille de la maison, on est un peu plus en rythme avec soi. Oui, on se lève, on garde les pantoufles aux pieds. Ouais, c'est le bon mot. Ça te permet vraiment de ralentir et ça, c'était cool quand même. Et après, c'est vrai que quand même, on a fait 2 ans de pandémie. Un bon 2 ans. 2 ans de lockdown. On va dire que ça c'est vraiment revenu fin 2021, début 2022, donc on était quand même contents. On était quand même contents, ouais. Surtout quand on est relativement nouveau dans la ville, on a envie d'explorer, on a envie de faire des amis, on a envie de partager plein de trucs, je comprends. Tout à fait. Tu disais qu'il n'y a pas eu de... Enfin, ça a été quand même un parcours d'intégration assez fluide, de manière générale. Mais est-ce que vous avez quand même rencontré, parce que tu es arrivé en famille, est-ce que vous avez rencontré quand même des défis ? Et si oui, comment vous avez réussi à les surmonter ? Alors, bien sûr, des défis, il y en a toujours, et surtout quand on arrive, pour le coup, le Canada, c'était vraiment... Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi différent en termes de culture de travail, etc. Donc, il y a eu quand même un temps d'adaptation pour ça, et je dirais que les défis liés à ça, c'est vraiment... je pense qu'on a tous vécu ça, le fait de vouloir, et puis je pense particulièrement aux gens qui veulent retrouver, par exemple, le même niveau de poste ou le même niveau de vie qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Oui. C'est pas toujours, je sais que c'est pas toujours le cas quand on arrive. Il faut accepter de revoir un petit peu ses objectifs à la baisse, et ça, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Mais malgré tout, si on arrive à être assez stratégique et puis si on lâche pas l'affaire, je pense qu'on arrive quand même à rebondir assez rapidement. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Il y a des opportunités, mais voilà, il faut le vouloir et il faut y aller. Puis vous aviez aussi bien préparé le truc oui. en amont. Parce que c'est vrai que quand on se dit, surprise, on verra sur place... Ouais. C'est vrai qu'on a en tête, en tout cas moi c'était ma perception quand je suis arrivée, je me suis dit le Canada c'est un pays cousin, moi je viens de France, c'est un pays cousin, on parle la même langue, on doit être plus ou moins pareil, je le voyais pas c'est comme les États-Unis. Et en fait en arrivant ici, déjà tu arrives à Toronto, ça speak English à toute patate, tu te dis oulala, mais en fait ils sont où les francophones ici ? Et en fait tu te rends compte que oui, en cherchant tu trouves, mais si tu t'es préparé un petit peu en amont, c'est là où au final tu vas peut-être moins galérer que les autres en fait. Moi je pense que ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Je pense que la clé de notre immigration, c'était vraiment cette préparation. Alors la préparation mentale, elle y était par la force des choses, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, donc on était vraiment motivé. Dans un état. Oui, voilà. Donc ça a vraiment beaucoup aidé à vraiment juste voir les choses positives
positivement, voilà, malgré les défis, tout ça. Mais financièrement, je pense que si on était moins préparé, ça aurait pu être compliqué. Moi, j'encourage les gens qui le peuvent de le faire parce que c'est juste, ça vous enlève un stress pas possible. Ouais, puis ça vous évite les mauvaises surprises aussi. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des trucs qu'on pense logiques, mais logiques dans son pays d'origine. Et puis si ça fonctionne peut-être différemment, tu vois, tu as mentionné le fait que tu as repris les études. Ouais. C'est un bon truc à souligner parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, moi j'ai tel poste et ça va être génial. » Ouais, ça va être génial, mais c'est pas sûr. Exact. Parce qu'il y a plein de postes, je pense notamment par exemple aux gens qui travaillent dans l'immobilier ou plomberie ou plein de trucs comme ça où il faut refaire des petites formations parce que le milieu ici il est différent de celui de ton pays d'origine. Par exemple, un truc tout bête, mais ici on calcule en square feet, en pieds carrés pour parler français. En tout cas, nous, francophones, la plupart des trucs qu'on calcule, ça va être en mètres carrés. Donc du coup, il y a plein de trucs qui sont différents. Exactement. Donc, pour voir si son diplôme, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour bâtir sa carrière, c'est un bon truc parce que je pense que le fait d'être repassé par la case études ici, ça a dû aussi te faciliter peut-être ta recherche de travail. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect. Alors moi, je ne suis pas forcément allée aux études pour renforcer un diplôme étranger que j'avais. C'était plutôt parce que j'étais beaucoup dans le privé à Madagascar et quand j'ai su que je voulais aller dans les organismes à but non lucratif, je me suis dit qu'il me manquait quand même de l'expérience dans l'humain, accompagner des humains, etc. Donc je me suis dit une année dans un collège pour un diplôme, pour apprendre un peu la psychologie humaine, les métiers du social, etc. C'était quand même, ça me donnerait un atout, ça me donnerait plus confiance, mais aussi, et c'est là où je te rejoins, c'est que c'est quand même une expérience canadienne en soi, dans le sens que oui, c'est des études, mais ça m'a vraiment bien ouvert les yeux sur les petites différences culturelles lorsqu'on cherche un emploi ou lorsqu'on évolue dans le milieu du travail. Donc, c'était bénéfice, 100% bénéfice, quoi qu'il en soit. Ouais. Tu parles justement d'organismes, toi tu travailles au centre francophone. Est-ce que, en arrivant, tu t'es tourné vers des organismes? Est-ce que tu avais déjà fait tes recherches à ce niveau-là d'organismes qui pourraient éventuellement vous tendre la main pour vous aider dans vos démarches? Et c'est c'était lesquels? Oui, alors je crois que c'est la première chose, on vous accueille comme ça, donc c'est un système qui est bien rouillé, qui est bien fait. Moi, je me souviens qu'on a été accueillis par un... Alors, c'était pas forcément... Il y avait un kiosque, une table du centre francophone, mais il y avait aussi d'autres agents qui étaient présents pour juste vous donner de l'information. Tu veux dire? Juste à la sortie de l'immigration, et j'ai trouvé ça super. Ils nous donnaient des informations sur les écoles, ils nous donnaient des informations sur comment ça se passe un peu les premiers pas vers la recherche d'emploi, etc. Et justement, la formation sur le fait qu'il y a des aides et qu'il faut aller les chercher. Donc... moi, je suis sortie de l'aéroport avec un paquet comme ça de puis flyers. En plus, c'est cool parce que tu arrives à Toronto en te disant « Waouh, tout le monde parle anglais, mais là, j'ai déjà du contact en français. » C'est ça, oui. Ça, c'était vraiment génial, je dois dire. Et puis, après ça, on est rentré à la maison, on a vraiment tout déballé, tout regardé. Et puis, on a choisi certains organismes pour nous accompagner dans... Mon mari, par exemple, il a choisi de faire quelques cours en anglais. Moi, j'ai choisi de faire cet été-là un programme en entrepreneuriat justement pour voir un peu comment ça se passe l'entrepreneuriat ici. Et après, j'avais enchaîné avec mon année d'études, mais voilà, ça nous a vraiment donné les premiers outils qu'on a utilisés pour bien avancer. Donc toi, en vrai... Oui, tu me demandais les organismes. Ouais. Alors, oui, effectivement, le centre francophone nous a... on avait notre médecin de famille au centre francophone, par exemple. Et c'était super parce que la liste d'attente, à l'époque, elle était vraiment pas longue. On a eu tout de suite des nouvelles, je pense, dans le mois. On a toujours été super bien accueillis. Moi, j'ai adoré mon médecin de famille là-bas. La santé, c'est super important. Ouais. Je pense qu'on avait... À l'époque, je pensais pas forcément aller vers les organismes à but non lucratif francophones pour mes postes, enfin mes métiers. Voilà, ma carrière. Je pensais aller justement dans le milieu anglophone, etc. Donc, j'ai choisi Access Employment, mais qui avait aussi des programmes bilingues, donc c'était sympa. Et puis, je sais on a aussi sollicité le YMCA, on a sollicité la SEO, la Société économique de l'Ontario. Donc, voilà, il y avait vraiment pas mal d'organismes. Oasis Centre des femmes, que je dois mentionner aussi. On adore, j'adore. Enfin, cet organisme a juste
changé plein de choses dans mon parcours de femme. De femmes entrepreneurs et de femmes francophones à Toronto. C'est vraiment un espace super sécuritaire où on te prend comme tu es. Voilà, donc un gros coucou à l'équipe d'Oasis Centre des Femmes. Ouais, on pense très très fort à Dada Gazirabo et à toute son équipe. Ouais, on les adore en plus. On parlait donc des défis que toi, tu as rencontrés avec ta famille en arrivant ici, mais si tu devais, avec le recul maintenant, ça fait 5 ans que tu es là, tu le vois un peu plus peut-être, c'est quoi selon toi, Lina, les défis auxquels les francophones, vraiment les francophones, ils sont confrontés en arrivant dans une ville comme Toronto? Oui, la première chose qui me vient à l'esprit, je suis obligée de le dire, c'est la langue. Je pense que par rapport à il y a 20 ans, on est mieux lotis, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient, un francophone qui vient et qui ne parle pas un mot d'anglais, il aura de la structure. Voilà, il y aura quand même une structure d'accueil, une structure d'aide en place. La personne peut même trouver un emploi et ne parler que français. Mais ça reste quand même compliqué. Moi, je le vois, les personnes qu'on accompagne au centre et pour beaucoup, ils ne parlent pas forcément l'anglais. Ou pas assez pour pouvoir travailler peut-être aussi. C'est ça. Mais même, il y a vraiment des personnes qui malheureusement ne parlent pas un mot d'anglais et même dans la vie tous les jours, c'est quand même difficile à naviguer parce qu'effectivement, on peut avoir des services en français au niveau des services gouvernementaux, ce qui est super, mais c'est pas le cas dans la vie quotidienne. Si tu vas faire tes courses. Voilà, les courses, tout ça, les médecins, si on ne sait pas forcément. Chercher un appartement aussi, des fois pas forcément très simple. Donc voilà, c'est le premier défi, moi, qui me vient en tête. Après, il y en a bien d'autres, mais on peut parler du temps, de l'adaptation, tout ça, mais je pense que le plus sérieux, là, c'est vraiment la langue. Et quel conseil tu donnerais pour justement les francophones qui viennent d'arriver pour qu'ils puissent profiter de leur immigration ici tout en gardant leur culture francophone? Parce que même si tu as envie de t'imprégner de la culture canadienne et tout, on va pas se mentir, on aime bien, regarde, si on est là ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on aime bien se retrouver entre franco, on a nos trucs et tout, c'est cool. Comment tu conseillerais, toi, les gens qui viennent d'arriver ou qui sont même là depuis un petit bout et qui ont peut-être du mal à réussir à garder, à cultiver leur culture franco? Super question. En fait, je pense qu'il faut déjà le vouloir. Il faut vraiment activement chercher que ce soit par les événements, les radios, les émissions en français, la radio en français. Et en plus, on a de la chance d'avoir une communauté super vibrante, super active. Il y a tout le temps des choses qui se passent. Et je pense que la première chose, c'est de vraiment chercher activement à aller s'intégrer, je veux dire, maintenir cette francophonie, cette culture francophone en fréquentant d'autres francophones. Et en plus, on a une francophonie tellement diverse, riche. Donc, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. On va apprendre plein de choses. Enfin, c'est super. Et donc, c'est le premier conseil que je donnerais. Que j'oublie pas une partie de ta question, Nathalie. Tu me disais, donc, quel conseil? Moi, c'est ce que je dirais. Et puis, quoi d'autre pour vraiment maintenir... C'est ça que tu me disais. Comment tu maintiens vraiment ta culture franco ici? Parce que c'est vrai que si tu l'oublies, tu te fais aspirer un peu dans le côté anglo, tu vois. C'est très facile, mais oui, je maintiens ce que je viens de te dire. C'est le premier conseil que je donnerais et je pense que c'est à ne pas le regretter parce que voilà, ça nous fait notre vie sociale aussi. Voilà, c'est juste plus fun quand on se retrouve, quand tous ensemble, on se comprend. Voilà. Il y a un truc aussi qui est important dans la culture francophone, c'est de mettre en avant justement, comme tu disais, notre belle culture francophone. Parce que moi, c'est un truc que je dis souvent dans mes émissions, c'est tu mets des gens autour d'une table. Il y en a qui seront franco, il y en a qui ne le seront pas. On ne pourra pas faire lui, les franco, lui aussi, lui, je sais pas. La francophonie, elle n'a pas un visage particulier. Tu vois, nous deux, on ne se ressemble pas, on parle la même langue. Et si on était autour d'une table et qu'on parlait qu'en anglais pour faire genre on parle anglais, les gens n'auraient pas le doute de se dire elles deux, c'est sûr qu'elles parlent français. Parce qu'elles ont la tête de la francophonie. La francophonie, elle n'a pas de visage. On vient de trop partout dans le monde. C'est ça. L'Europe. Il y a des communautés francophones en Asie, toute l'Afrique. Il y a même des communautés francophones aux États-Unis. Tu vois, il y a plein d'endroits. Au Canada, on le cite tout le temps, mais on l'oublie de le citer plutôt, mais il faut y penser. Mais il y a ce truc aussi de, quand tu parles français, les gens disent « Ah, tu viens de France. Ah, tu viens du Québec. » Et les gens, de manière générale, ils oublient que la francophonie, c'est tout ce truc que je viens de dire juste avant, hyper diverse, hyper variée, avec des visages hyper différents, avec des cultures complètement différentes. Et est-ce que tu penses justement que de rappeler
que cette culture francophone, c'est pas que la France et c'est pas que le Québec, c'est important pour lutter un peu contre la discrimination en fait, de manière générale. Ah oui, absolument. Je pense que ça joue un rôle très très important de justement mettre en avant cette diversité dans la francophonie. Et puis, ce serait tellement dommage de passer à côté. On adore la France, sa culture gastronomique, etc. Le Québec, pareil. Mais c'est vrai que oui, la francophonie, c'est beaucoup plus large et c'est très important, oui, pour moi, de le mettre en avant. Mm-hmm. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Tu as passé la première partie de cette émission, ça y est, terminé. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, du coup, cette deuxième partie, je vais te poser des questions et je veux que tu me répondes au tac au tac. Ok. Donc, je vais te dire un truc, tu me dis le premier truc qui te vient en tête, il faut vraiment que ce soit spontané. Ok. Si je te dis quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue de Madagascar, ce serait qui? Mon Dieu. Est-ce que ça marche si je dis Denise et Shine? Alors, ils sont pas acteurs, mais je pense qu'ils font un petit peu de cinéma. Ok. Denise and Shine. Ça passe, je prends. Maintenant, on va parler musique. La chanteuse ou le chanteur? Pareil, Denise and Shine. Ok, donc Denise and Shine pour toutes les questions. Oui, googlez-les, ils sont super. J'adore leurs chansons. J'ai que ça dans ma playlist pour justement me rappeler un peu. C'est quoi un peu comme musique du coup? Alors, c'est un mélange de R&B, mais aussi un peu de musique, comment tu dis ça, typique malgache, qu'on appelle le saleg. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais sinon, pardonnez-moi. Mais c'est un beau mix de plusieurs, on va dire... styles musicaux. Voilà, c'est ça. Mais pas mal de R&B, pas mal de... C'est notre Beyoncé nationale, Denise. Ouh, on prend alors. Si c'est la Beyoncé de Madagascar, on prend tout de suite. Un film culte. Lina, tu dirais quoi? Alors, un film culte. Alors, ce que je pourrais pas te dire parce que malheureusement, quand je suis partie surtout, ils sont plus actifs maintenant. Okay. Et je suis trop triste parce que voilà, je rate tout ça. Ça a l'air de vraiment bien mieux bouger en termes de culture cinématographique là-bas. Mais tu parles de... Moi, je parlais de film qui est culte, qui est un film culte malgache. Mais par contre, si tu n'en as pas comme exemple, tu peux me dire un film qui a tout pété à Madagascar, qui était vraiment le film que tout le monde a voulu voir et tout, et qui a été genre un petit peu un film d'une génération ou quelque chose comme ça. Mais il faut que ce soit franco. Me dis pas Titanic, genre. Oh, j'allais le dire. Ah, j'ai senti le thé. Oui. Tu me dis, elle va me dire Titanic. Tu m'as arrêté dans mon franco. Alors, bienvenue chez les Ch'tis. Ah, ouais. Je pense qu'on a vraiment bien aimé ce... Alors, j'espère que je parle pas... Enfin, je sais pas si c'est le cas. T'es obligée de parler un peu pour toi. Ouais. Je parle pour moi, c'est sûr, et j'espère que c'est le cas, parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Mais oui, bienvenue chez les Ch'tis, ça nous ressemble, quoi. C'est la chaleur, voilà. Là, les Ch'tis, c'est la chaleur du Nord, mais chez nous, c'est la chaleur du Sud, et c'est quand même... Et tu retrouvais un peu le truc là-dedans. Ok, allez, je prends. C'est quoi le plat typique de Madagascar ? Alors, je vais le dire en malgache, c'est raftout sienaksu. Alors, c'est de la viande de porc avec, mes amis africains vont reconnaître, du cassava. Donc, alors, cassava, c'est le mot en anglais, mais c'est j'ai perdu le nom de la plante, mais c'est une plante verte qu'on mixe avec la viande de porc, pour le coup, voilà. Mais si ça me revient, je te le dirai. Okay. Mais c'est pas beau à voir, mais c'est super bon. Ça donne pas envie au premier abord, mais il faut y aller. Voilà, faut pas juger. Et boisson typique? Le coca. Ah. Alors, tu veux un truc francophone? Un truc... Le Brescola? Le café. Ok, donc ça boit du café beaucoup et du coca beaucoup. Ouais. Ok. Le café, c'est vraiment... c'est un peu le point commun avec le lifestyle, la vie au Canada. C'est vraiment son petit café le matin. Est-ce que c'est un café que tu prends emporter aussi à Madagascar? Parce qu'ici, c'est ça la culture. Non. C'est tu viens au bureau avec ta petite tasse en carton, papier carton là, et puis tu arrives comme ça parce que tu es passé, parce qu'il y en a partout aussi. Oui, c'est ça. Au Tim Hortons, parce qu'on va citer Tim Hortons parce que c'est vraiment le truc canadien. Bien sûr, oui. Mais est-ce que c'est pareil ou on boit plutôt le café à la maison? Ouais, non, on boit le café à la maison. Ceux qui le prennent sur la route pour le travail, ils prennent le temps de s'asseoir et de prendre leur café. Je pense que on se retrouve un peu avec l'art de vivre à la française, où il faut prendre le temps là. C'est nous. C'est le truc des Franco, je trouve. On aime bien prendre le temps, papoter, être avec le collègue, on prend le café à la machine à café ensemble. Ça, exactement.
Ok, on match, c'est bon, tout est bien. Si je te dis, Lina, ça y est, j'ai booké mes billets. Je pars pour Madagascar. Trop cool, mais je sais pas trop quoi visiter. J'ai peur de passer à côté de pépites. Donc là, c'est le moment où les auditeurs de Choc FM 105.1, vous sortez le petit calepin, le stylo pour prendre des notes. Qu'est-ce que tu conseillerais comme endroit à visiter, à absolument pas rater, parce que sinon on a un peu raté son voyage? Ok, alors, moi, le premier truc, c'est la côte sud-ouest, qu'on appelle les Tsing, la région où il y a les Tsing. Alors, c'est comme un parc avec des pics de roches calcaires magnifiques, majestueuses. Donc, je pense que si on part à Mada et qu'on n'a pas le temps de le faire, c'est dommage. Donc, définitivement ça. Mais le truc avec Madagascar, c'est que c'est tellement grand. Et donc, si tu n'as pas au moins un mois, tu ne peux pas tout faire. Et le truc, c'est que les paysages sont très différents d'une région à l'autre. Donc, si tu veux un peu plus les belles plages avec la mer bleue, claire, cristalline, on a dans le nord de Madagascar, Nosy-Be, Diego, à faire absolument. Puis la côte est, avec Sainte-Marie, magnifique. Donc ça, il faut les belles plages, les belles randonnées dans la verdure, c'est ça. Et puis si on veut du trekking, beaucoup de marches, les montagnes, etc., c'est le sud-ouest. Donc tu vois, c'est vraiment pas pareil. Donc en fait, un petit peu en fonction de quel est le délire du voyage. Est-ce que c'est plus la détente, la plage, le farniente, ou plutôt un truc plus actif où on va faire des randos et puis de la visite un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça, donc exactement. Ça dépend. Ouais. Ok. Et du temps que tu as. Et du temps que tu as, parce qu'on se rend pas compte, parce que dans la tête de plein de gens, je pense que Madagascar, ça reste comme une île. Oui. Mais en fait, c'est bien plus grand que, par exemple, Maurice. Oui. Alors, c'est, je pense, si je me trompe pas, la 3e plus grande île au monde, si ce n'est la 2e, je sais pas. Okay. Un petit peu avec l'Australie. On est une des plus grandes îles au monde. Et le truc un peu triste, c'est qu'on n'a pas encore les infrastructures pour pouvoir facilement visiter le pays. Les avions internes sont super chers. C'est même plus cher qu'aller à l'étranger. Donc, un peu comme au Canada. Oui, c'est vrai. C'est un point commun. Ouais, exactement. Et on fait tout en voiture. Les pistes, c'est terrible, mais ça fait aventure. Pour ceux qui sont aventureux, c'est top. Si vous voulez faire un road trip, quoi. C'est ça. C'est quoi une expression typique malgache? Tu peux la dire en malgache si tu veux, mais on veut la traduction du coup. Oh, ok. Daone. Alors, c'est une façon pour nous de dire comment tu vas, quoi de neuf, c'est quoi de beau, salut, tout ça. Donc, c'est surtout les jeunes, c'est une expression. Bon, je suis désolée les compatriotes si j'ai pas trouvé une expression plus symbolique, mais ça me fait penser à ça où les jeunes, ils le disent souvent entre eux là. Comme je te dis, il faut que ça vienne au tac au tac. Donc, si c'est le premier truc qui vient dans ta tête, c'est beau. Voilà. C'est quoi le stéréotype de Madagascar? Alors, je mets toujours un peu de miel sur cette question parce qu'elle a l'air très cliché et un peu chiante. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, je viens de Paris. Ouais. Cliché numéro 1 des Parisiens, on fait tout le temps la gueule. Ouais. On est tout le temps dans le speed, on n'aime pas trop les gens. Et puis, on parle fort, on n'a pas peur du conflit, on va un petit peu à la castagne, tu vois. Ouais. Si tu devais dire un cliché, un stéréotype, ça peut être un truc positif, mais ça peut être un truc négatif. Ouais. Sur les Malgaches, tu dirais quoi? Waouh, c'est dur parce que j'ai aucune idée. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Des fois il n'y a pas forcément, tu vois. Ouais, oui, je pense qu'on est un tout petit peu, enfin je veux dire, moi, personnellement, quand je me présente ici à un anglophone surtout, on va dire, et que je dis que je viens de Madagascar, ils sont super, ils ont des yeux comme ça, genre. Ils pensent au dessin animé, non? Ça, c'est les États-Unis. J'ai pas eu ça beaucoup au Canada. Je l'ai eu quand même, mais oui, le dessin animé. Mais ils se disent, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un de Madagascar. Alors, je comprends parce que, effectivement, comme je te disais, voilà, on est plus à Montréal. Je pense que la plus grande communauté au Canada est à Montréal. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'on ne nous connaît pas forcément. Peut-être, je sais pas, peut-être que on est... je sais pas. Je te jure que je sais pas. Chaleureux, comme tu disais, ça c'est sûr, mais c'est pas un stéréotype négatif. C'est pas un stéréotype. Ben voilà, on va apprendre ça, tu vois. Voilà. Je pense que c'est la chose qui nous définit beaucoup à l'étranger, c'est qu'on est hospitalier. Au cœur sur la main. Voilà.
exactement. Et c'est pas c'est un stéréotype, mais c'est vrai. Ouais. Donc du coup, c'est plus un stéréotype. Ouais, mais tu sais, parce qu'en fait, quand on dit stéréotype, c'est vrai on pense toujours à un truc qui accable, un truc un peu négatif. Ouais. Mais en vrai, s'il n'y a pas grand-chose comme stéréotype ou quoi que ce soit, on peut dire un Ouais. truc plutôt positif, tu vois. Là, dis-moi, stéréotype, c'est quelque chose qui compenserait et que c'est pas forcément faux. Ouais, c'est aussi ça, par exemple, de dire, je sais pas, les Parisiens sont feignants, par exemple. Oui, alors que pas forcément, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà, non, je dirais On ça. reste Et là-dessus. puis c'est positif. Donc, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a combien d'heures entre Toronto et Madagascar en termes Mon Dieu. d'avion? D'avion, mais c'est Ouais, parce que tu vas terrible. pas y aller à la nage, ça fait loin. Ah ouais, non, mais même en avion, je te dis. Alors, si j'ai de la chance, ou si quelqu'un qui y va a de la chance, c'est 28 heures, 26 heures de vol. Ah ouais. Alors, au moins 2 stops. Et tu les fais où, les stops? Alors, ça dépend. Moi, je suis venue personnellement avec Ethiopian Airlines. On a fait Tana, Addis Abeba, je sais plus quelle ville des États-Unis, soit New York, soit je sais plus. Mais voilà, les États-Unis. Et puis on est revenu sur Toronto. Après la pandémie, c'est un peu différent. Mais Air France fait le plus court. Ah, Parce que du coup, ça fait un Toronto-Paris et un Paris-Tana. Donc, je pense qu'on est voilà, dans les 20 et quelques. ouais, donc ça fait quand même quasiment une journée de voyage. Oui. Et Ouais. puis, je te dis pas pour le décalage horaire. Bah, on va en parler justement. Il y a combien d'heures de différence entre Toronto et Madagascar? Alors, en été, on est sur 7 heures. Et en hiver, on est sur 8 ou 9, je crois. D'avance. Toronto, Ouais. Mada d'avance. D'avance, ouais. Mada d'avance, ouais. Et c'est quoi la capitale de Madagascar? Antananarive. Ou Tananarive en français. Ok. C'est vrai qu'il est dur à dire, Oui, ce mot. c'est long. Et il faut surtout pas bégayer parce que Oui, si non, voilà, Antananarive... c'est pas facile à prononcer. Est-ce qu'il y a des dialectes? Tu parlais tout à l'heure de parler malgache. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres dialectes aussi à Madagascar? Et si oui, il y en a Ouais. combien? 18. Ouh là là! Oui, c'est une île avec beaucoup de régions et beaucoup de dialectes, beaucoup de cultures aussi Ouais. par région. C'est très riche. Et mon père, par exemple, il en parlait parce qu'il a grandi sur la côte Est. Ils ont leur dialecte qui s'appelle... Pardonnez-moi, mes chers compatriotes, ça va me revenir. Ça va me revenir, mais c'est un dialecte qu'il parlait depuis son enfance, qu'il a grandi là-bas. Et c'est très beau, c'est chantonnant. Moi, je pourrais pas le parler, je le comprends un petit peu. Mais ouais, c'est pas forcément qu'on comprend les Ouais. autres. Ouais, c'est... Ça peut être très Des fois, différent on peut- d'une ouais. région à l'autre. Et est-ce que justement, moi, c'est une question qui me passionne un petit peu tout le temps, mais comment ils vivent ces dialectes? Est-ce que c'est tata, tonton, ils parlent le dialecte, donc du Mhm. coup, j'apprends un peu à l'oreille avec eux? Ouais. Ou il y a quand même des cours à l'école où on t'apprend la langue de là où t'es? Non, Ça parle quelle langue à l'école française, du coup? Oui, en fait, on a le système français, on a aussi l'école publique malgache, donc pour le coup, c'est vraiment, l'école se fait en fonction du dialecte local. Donc, Ouais. si on est à Tana, on parle le Merne, donc ça, c'est le dialecte de Tana et des environs, donc la capitale. Et puis, voilà, j'ai trouvé Betimsarak, donc sur la côte Est, c'est le dialecte... De cette région. Voilà, de cette région. Ils vont parler ce dialecte-là à l'école, dans l'école publique. Et puis, comme pour répondre à ta question, comment ça vit, c'est ça, parce que je pense que nos parents, du temps de nos parents, nos grands-parents, ils bougeaient beaucoup. Enfin, ils ont vécu dans des régions, puis dans d'autres, etc. Puis ça prend. Ouais. Ils apprennent le dialecte. Et puis moi, j'ai grandi en écoutant. Puis nous, on allait souvent en vacances dans ces régions-là. Et puis à chaque fois, papa, il parlait ce dialecte. Et puis c'est comme ça que tu y es fais exposé. l'oreille, ouais. Et puis, ouais. Donc oui, définitivement, de ta famille. Pas forcément de ton entourage autre que la famille, j'ai tendance à dire. Et c'est plutôt, de la famille. Ok, ça c'est hyper intéressant je trouve parce que c'est vrai que ces langues de Oui. villages, de petites régions et tout, bah justement s'il n'y a pas la tata, le tonton, Ouais. la copine, l'arrière-grand-mère, machin, C'est ça. qui fait vivre le truc, bah ça se meurt en fait. Ouais, Et effectivement. si on met en avant, voilà, nous on le met en avant forcément parce qu'on est ici, mais si on met en avant que le français, bah ces petites langues, ces petits dialectes, ça a Ouais, tendance à on a s'éteindre et un je trouve peu- que c'est oui, dommage parce c'est que ça vrai. fait partie de la culture en fait, tu Ouais, vois. tout à fait. Je suis d'accord avec toi et j'ai ce sentiment aussi. Ah, bah voilà. Parlons les langues locales, j'adore. Oui. Est-ce qu'il y a un habit
traditionnel à Madagascar? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu? Oui, il y a. Alors, ça change aussi en fonction des régions. régions. Ok. Il y a aussi pour parler d'habillement, mais moi je considère les coiffures comme faisant partie intégrale d'un apparat. Mais on a souvent le lamb, par exemple. Je vais encore parler de la capitale que je connais mieux. Donc, c'est comme un tissu que les femmes mettent sur leurs épaules. Comme un peu en Inde avec ce genre de vêtements où ça part un peu sur l'épaule aussi. C'est ça, Okay. oui, effectivement. Alors, à part ça, c'est ce qui va vraiment représenter symboliquement la culture. Il y a des chapeaux aussi par région. Et puis, le malabar pour les hommes. Donc, c'est comme une robe. Parce que malabar, pour moi, c'est un chewing-gum. Ouais, je sais. Je l'ai connu, celui-là aussi. C'est notre enfance, ça. Ouais, grave. Mais le malabar, c'est une robe qui va jusqu'au genou, qui va sur le pantalon. Et puis, c'est vraiment que dans des cérémonies traditionnelles. Les mariages aussi, peut-être? Les mariages, peut-être d'autres fêtes familiales, etc. Donc, les gros événements, les gros événements. Mais sinon, en 2024, ça se fait pas. Ouais, tout le monde s'habille un peu en jean t-shirt, quoi. Exact. Ouais. Est-ce qu'il y a des danses traditionnelles aussi? Oui. Ouais. Alors, je pourrais pas te dire de nom de danse. Eh ben, du coup, lève-toi et danse. Mais je ferais même pas honneur, tu vois. Mais oui, on en a. Et puis, c'est partie intégrante de... alors, dans la culture malgache, on a des discours, des kabars, on les appelle. Donc, c'est discours en malgache. Dans les grands événements aussi, du coup. Et puis, ça fait partie intégrante de cette culture de oratoire. C'est une culture oratoire. Et puis, il y a des danses, de la musique qui accompagnent, etc. Et puis, c'est aussi dans tous les événements importants de la vie d'un malgache. C'est quoi l'hymne national à Madagascar? Nita Ninjazanei Malala. Alors, c'est le titre. Ça parle de quoi? Si on traduit, comment on aime notre île. Patriotisme, quoi. Voilà, c'est très, très patriotique. C'est très... comment on va dire ça? C'est comme une lettre d'amour à notre île. Oh. Ouais. Parce que littéralement, le titre veut dire notre patrie chérie ou notre ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ok, c'est mignon. Parce que c'est vrai que par exemple, moi, pour remettre ça au goût français, c'est un appel de chant de guerre, la Marseillaise, tu vois. Ouais. Donc, en fonction des pays, c'est drôle parce que tu vois, là, c'est plus une hymne au pays, tu vois, aux terres, au peuple et tout. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais les Parisiens, ça vient peut-être de là, la castagne, tu vois. Aux armes, citoyens, ça crie, tu vois, c'est ça. Ouais, là, c'est plus doux, tu vois. Genre. Ouais, c'est plus doux. Ouais, et il ressemble à quoi, d'ailleurs, ce drapeau malgache? Est-ce que tu peux nous le décrire? C'est quoi les couleurs? Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a un truc particulier? Non, c'est très simple, mais pour autant, donc il ne faut pas le confondre avec le drapeau italien, parce qu'on a les mêmes couleurs, donc le blanc, le vert et le rouge. Voilà, donc c'est le blanc en vertical... en horizontal, pardon, sur la gauche, et puis le rouge et le vert en horizontal à côté. Ah ok, donc blanc vertical d'un côté à gauche, et puis après tu as le vert et le rouge en horizontal. Ouais. Ok. Voilà, beau drapeau, tout simple, mais voilà. Efficace. Oui. Ce qu'on demande à un drapeau, c'est d'être suffisamment efficace pour qu'on le retienne, en fait. Que quand on le voit, on se dise « Ah, mais oui, c'est le drapeau malgache, je le sais. » Voilà. D'ailleurs, c'est un jeu que j'aime beaucoup faire, de regarder les drapeaux et de voir. Des fois, je me dis « Je suis nulle, oh là là. » Surtout qu'il y a pas mal de pays d'Afrique que c'est à une couleur près. C'est vrai. Où, tu vois, on parle de comme ça en horizontal. Des fois, c'est juste interchangé. C'est ça. C'est un peu compliqué des fois. Donc, c'est cool de rappeler un petit peu tout ça. De temps en temps, c'est bien. Puis en plus, là, il y a les JO qui vont commencer bientôt. Oui. Donc, on est content quand on a les drapeaux en tête parce que comme ça, on peut reconnaître un peu les athlètes. Tout à fait. Hein? Et comme ça, on ne fait pas semblant. Voilà. Avant qu'on se quitte, ma chère Lina, parce qu'on arrive déjà. Ouais. Déjà. À la fin. C'est super rapidement. Ah, ça veut dire que tu as passé un bon moment. Bah oui. Parce que quand c'est chiant, t'inquiète pas que le temps, tu te rends compte qu'il passe. Tu le vois. C'est ça. Ouais. Si tu avais quelques mots à dire à la belle communauté malgache ici à Toronto, ou si tu avais envie de dire 2-3 trucs, que ce soit aux nouveaux arrivants, que ce soit à tes amis, à tes collègues du centre francophone, qu'on salue d'ailleurs et tout. Qu'est-ce que ce serait? Tu as carte blanche. Ben écoutez, je vous passe un coucou. J'espère que vous passez un bel été, que vous allez passer un bel été, pardon. Et puis, les beaux jours qui s'en viennent là. Et puis voilà, restons dans notre francophonie, faisons en sorte qu'elle vive et qu'elle revive et qu'elle continue à briller.
Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Lina, pour ce bel entretien. C'était cool d'avoir pu partager un petit peu de ta culture malgache. Avec plaisir, Nathalie. trop C'était cool. super de partager. Merci à toi. Merci à toi. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle d'ailleurs que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt, Lina. À bientôt. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.